7h30 sur Aloula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Fête du trône, Donald Trump réaffirme la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara et réitère son soutien à la proposition marocaine d'autonomie. Un appui ferme adossé à des perspectives de partenariat stratégique entre Rabat et Washington. Nous analyserons les enjeux, la portée, les implications avec notre consultant Mostafa Sahimi. L'acheminement des aides humanitaires sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI aux populations de Gaza se poursuit. Chargée de 37 tonnes de denrées alimentaires et en médicaments, la deuxième cargaison marocaine a franchi aujourd'hui le point de passage Karam Abou Salem. Un élan de soutien indéfectible qui prête main forte à la population gazaoui meurtrie après plus de 22 mois d'offensive israélienne. Rabat célèbre les rythmes d'Afrique. Le public a vibré au rythme envoûtant de la musique gnawa et d'autres sonorités venues des quatre coins du continent. Une rencontre artistique puissante entre tradition et modernité à revivre dans un concert haut en couleurs. Bonsoir. D'abord, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève. Une semaine marquée par les festivités de la glorieuse fête du trône et par le discours royal prononcé à l'occasion. Iman Ablou. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Jabir Aziz. Dans ce discours, Sa Majesté le roi Mohamed VI a indiqué que depuis son accession au trône, il a œuvré à la construction d'un Maroc avancé, uni et solidaire, aussi bien à travers la promotion du développement économique et humain global que par la ferme volonté de conforter la place du royaume dans le concert des nations émergentes. Dans ce sillage, le souverain a appelé à l'adoption d'une approche en termes de développement territorial intégré, loin des canevas classiques du développement social, pour que les fruits du progrès et du développement profitent à tous les citoyens. Le discours du trône a appelé également à l'adoption d'un modèle de gestion proactive et durable des ressources en eau, au regard de l'aggravation du stress hydrique et du changement climatique, ainsi que du lancement des projets de mise à niveau territorial intégrés en totale résonance avec les méga-projets en chantier à l'échelle du pays. Au chapitre de notre intégrité territoriale, Sa Majesté le roi a exprimé sa fierté du soutien international croissant à la proposition marocaine d'autonomie, considérée comme la seule et unique solution au conflit autour du Sahara marocain. Le souverain a également réitéré l'engagement du Maroc à demeurer ouvert sur son environnement régional et plus particulièrement sur son voisinage immédiat avec le peuple algérien frère, que des attaches humaines et historiques séculaires lient au peuple marocain. Et à près d'un an de la tenue des prochaines élections législatives, le souverain a insisté sur la nécessité de préparer le code général des élections à la Chambre des représentants afin qu'il soit adopté et porté à la connaissance générale avant la fin de l'année en cours. Mercredi après-midi, place de la préfecture de Madiq Fnedq, Sa Majesté le roi, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé une réception à l'occasion du 26e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. À cette occasion, le souverain a été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères, venues présenter leurs vœux à Sa Majesté le roi en cette heureuse occasion. Le souverain a par la suite été salué par les membres de la sélection nationale féminine de football qui ont réalisé un brillant parcours lors de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football 2024. Sa Majesté le roi a posé pour une photo souvenir avec les membres de la sélection nationale féminine de football. Jeudi après-midi, place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan. Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé la cérémonie de prestation de serment des officiers, lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires, ainsi que des officiers issus des rangs. Sa Majesté le roi a bien voulu baptiser cette promotion du nom du sultan Ahmed al-Mansour al-Dahabi. Le souverain a par la suite prononcé une allocution à cette occasion.
Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a remis les galons à des officiers nouvellement promus au titre de l'année 2025. Le même jour, toujours à la place du Meshwar, du palais royal de Tétouan, Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de Son Altesse le Prince Moulay Ahmed, a présidé la cérémonie d'allégeance. Mardi, au Palais Royal à Tétouan, Sa Majesté le Roi, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a reçu Abdeltif el-Jouahri, wali de Bank al-Maghrib, qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2024. Le 26e anniversaire de la glorieuse fête du trône, l'occasion de passer en revue la dynamique de développement tous azimuts impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Des chantiers de règne de grande envergure aux retombées palpables sur de larges pans de la population. Nous vous proposons d'écouter ces témoignages de personnalités françaises recueillis depuis Paris au micro de Mohamed Beiris. Je trouve que le pays évolue extrêmement vite, se modernise extrêmement vite, notamment sur les infrastructures routières, les investissements qui ont été placés sur la ligne à grande vitesse, la préparation de la Coupe du Monde de 2030. Donc je trouve que le pays accélère et je trouve qu'il a aussi accéléré sur l'aspect social, notamment sur les populations qui sont aux portes du désert ou dans la montagne. Je trouve que le pays avance vraiment très vite. J'étais notamment à Rabat, je trouve que Rabat s'est extrêmement modernisé en très très peu de temps. Enfin, la création du musée Mohammed VI dans un premier temps, sa future extension qui est en cours de chantier sont des signes très très forts. J'ai été voir l'université incroyable Mohammed VI aux portes de Marrakech, qui est un campus exceptionnel, hyper moderne, grand centre de recherche. Donc on voit bien quand même, si je prends par exemple Tanger avec un incroyable port qui est devenu un hub régional, le port de Casablanca qui continue de se développer. J'ai un peu le sentiment que le Maroc est devenu la porte d'entrée de l'Afrique, clairement, du Nord, et que se diffusent, par ailleurs, je vois bien les investissements que fait le roi ailleurs, dans d'autres pays, notamment d'Afrique subsaharienne. On voit bien cette volonté à la fois d'être une porte de l'Occident, l'Europe, les États-Unis, pour diffuser à l'intérieur du continent africain. Depuis l'arrivée de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, le Maroc a fait un bond en avant, et un bond significatif. Le Maroc s'est transformé comme jamais, sur la scène nationale, mais aussi sur la scène internationale. Aujourd'hui, le Maroc, c'est la porte sur l'Afrique. Aujourd'hui, le Maroc, c'est la conquête des âmes et des cœurs sur l'ensemble des continents. Le pays, au-delà même de sa position stratégique, entre l'Orient et l'Occident, le Nord et le Sud, le Maroc a su convaincre, le Maroc a su enthousiasmer celles et ceux qui désormais lui font confiance. Le Maroc a démontré sa capacité à compter aujourd'hui aussi sur la scène internationale. Et on le voit bien, la diplomatie marocaine, une diplomatie d'apaisement, une diplomatie de sérénité, eh bien, a permis d'engager un certain nombre de discussions avec un grand nombre de pays. Le Maroc, je le disais, sur la scène internationale, mais depuis l'arrivée de Sa Majesté Mohammed VI, c'est aussi sur le plan intérieur. C'est un pays qui, l'année prochaine, va connaître 3 points de progression de son produit intérieur brut. Le Maroc, c'est également un pays qui donne la possibilité à toutes celles et ceux qui ont moins d'avoir beaucoup plus grâce à un SMIC qui va permettre aux populations les plus vulnérables d'avoir un pouvoir d'achat qui soit un pouvoir d'achat à la hauteur de la dignité qui doit être la leur. Le Maroc, c'est aussi la sécurité sociale généralisée avec l'installation maintenant des acteurs économiques et qui permettent à celles et ceux qui travaillent aujourd'hui d'avoir une assurance sociale demain. Le Maroc a démontré sa capacité à donner la possibilité à l'ensemble de ses concitoyens, le monarque à l'ensemble de ses sujets, de pouvoir être partie prenante de ce royaume, d'y vivre et d'y vivre avec beaucoup de dignité. C'est indéniable, les chiffres le démontrent.
Depuis l'arrivée et l'accession au trône de Sa Majesté Mohamed VI, le Maroc vit une évolution extraordinaire. Nous sommes passés d'un pays quasiment à la frontière du tiers-monde à un pays en voie de développement. Et quel développement? Développement social, développement économique, développement éducatif, ouverture sur le monde avec une internationalisation extrêmement forte. Tous les indicateurs sont au vert. Le Maroc est devenu en matière de développement un exemple à la fois pour le continent africain, mais aussi pour l'Europe. Parce qu'au-delà du développement, il y a une stratégie, une vision. Et je crois que ce qui est le plus marquant avec l'arrivée de Sa Majesté, c'est cette vision. Cette vision qu'il a eue dès 2000 en disant où est-ce qu'on veut emmener le Maroc sur les 30, sur les 50 prochaines années. Et je crois qu'aujourd'hui, ça se dessine à travers tous les chantiers sociaux, économiques et bien sûr politiques. Moi qui visite le Maroc depuis de nombreuses années, je pense que c'est vraiment le pays du Maghreb, je dirais même d'Afrique, qui a le plus évolué ces dernières années, tant par ses infrastructures, la modernité des écoles, la modernité économique, puisqu'il y a des plans qui ont été mis en place par le roi, Sa Majesté. Et je pense qu'on est dans une vraie dynamique qui n'existe pas dans les pays voisins d'ailleurs, et avec une modernisation à un rythme accéléré ces 10 dernières années, je trouve, avec tout ce qui s'est produit, les infrastructures routières, portuaires, les échanges économiques, l'ouverture vers les pays européens, l'Amérique. Enfin, je pense que c'est le pays d'Afrique un des pays d'Afrique en tous les cas, qui se développe le plus, avec des vrais enjeux. Alors évidemment, il reste des enjeux, je pense. Il reste des enjeux peut-être pour le peuple, peut-être pour arriver à faire en sorte que l'élévation du peuple économique, mais je pense que le roi a vraiment beaucoup fait pour son peuple et on est vraiment sur une superbe dynamique. À présent, retour sur les grands axes du discours royal, porteur d'une vision stratégique et la promesse d'un avenir radieux pour le pays. Pour en faire le décryptage, j'ai avec moi, comme tous les dimanches, notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, justice territoriale, ambition économique et main tendue aux voisins algériens. Sa Majesté le Roi trace les grandes lignes du Maroc de demain. Quels signaux faut-il y lire et comment reflète-t-il les priorités stratégiques à venir pour le Maroc, tant sur les plans politiques, économiques que diplomatiques? D'abord, sur les questions de politique intérieure, ceci. C'est un discours important. Tous les discours de Sa Majesté sont importants, mais celui-là, me semble-t-il, il a une teneur particulière parce qu'il y a du recul sur la trajectoire de développement. Le souverain a précisé à cet égard que la dynamique du développement qu'a enregistré le royaume n'est pas due à un élément fortuit au hasard, c'est une volonté. Il y a du volontarisme dans le cadre d'une vision, d'un cap, avec une feuille de route. Sur ce plan-là, évidemment, les indicateurs sont intéressants et positifs, notamment les grands équilibres macroéconomiques, une inflation de moins de 1%, de grands chantiers, de grandes capacités d'investissement dans le secteur public, etc. Pour autant, le souverain s'est attelé à une autre problématique qui a profité de cette dynamique de développement. Et il a fait ce double constat. Le premier sur le plan social, le deuxième sur le plan territorial. Sur le plan social, évidemment, les fruits de la croissance n'ont pas profité équitablement à toutes les couches de la population, et d'ailleurs les citoyens le ressentent. C'est vrai que le taux de pauvreté a été pratiquement divisé par 2 entre 2014 et 2024. Il est passé de 13% à 7% en 2024, suivant les indications du HCP. C'est un gros effort. Mais en même temps, il y a une détérioration des conditions de vie des citoyens, qui d'ailleurs le ressentent et le disent dans toutes les enquêtes faites par le HCP sur le moral des ménages, où 60% des enquêtés sont pessimistes pour ce qui est des 12 prochains mois. Quel est le phénomène? Le phénomène, c'est que les inégalités se sont accentuées, les riches sont plus riches, mais il y a plus de pauvres. Et donc, il y a là un différentiel qui n'est pas supportable, et le souverain a attiré l'attention sur cet aspect-là. Deuxième volet, évidemment, j'en ai parlé, c'est territorial. Trois grandes zones, vous le savez,
Casablanca et la région, Rabat, Tanger, polarisent 60% à peu près des investissements. Il y a là un problème de justice territoriale, puisqu'il y a des régions qui n'ont pas bénéficié de cette même mobilisation de ressources et de cette politique de développement. Il y a là une problématique de fond qui a été posée par le souverain. Elle a aussi cet avantage, au moment, à un an des élections, le souverain en a parlé, de conduire les partis politiques et les décideurs publics à une réflexion sur des corrections apportées au modèle de développement. D'ailleurs, ça avait été relevé dans le rapport du modèle de développement de mai 2021, qui n'est plus cité ni par les uns ni par les autres, vous l'avez remarqué, même dans les discours des ministres et du gouvernement. Et je crois que c'est une interpellation très forte qui est adressée au gouvernement pour recadrer ces politiques publiques dans le sens qui a été défini par le souverain, c'est-à-dire plus d'équité, plus de justice sociale. Problème, que va faire le gouvernement ? Le projet de loi de finances 2026 est pratiquement finalisé, il va être adopté dans les prochaines semaines. Donc on peut penser que le gouvernement va peut-être corriger sa copie, si je puis dire, et intégrer un certain nombre de mesures dans un premier train de mesures précisément pour infléchir les politiques publiques pour 2026 et au-delà dans le cadre des orientations royales, c'est-à-dire plus de justice sociale et plus de justice et d'équité territoriale. Toujours à l'occasion de la fête du trône, ce message fort de Washington hier, le président des États-Unis, Donald Trump, a adressé un message à Sa Majesté le roi Mohammed VI où il réaffirme la reconnaissance par son pays de la souveraineté marocaine sur le Sahara et son soutien à la proposition d'autonomie marocaine qu'il qualifie de sérieuse, crédible et réaliste également comme étant la seule base pour un règlement juste et durable de ce différend. Un message qui trace des perspectives de partenariat stratégique entre Rabat et Washington. Écoutons à ce propos cette déclaration d'Elisabeth Meyer, avocate et ancienne professeure de droit. I welcome President Trump's message to King Mohammed VI. Je salue le message du président Donald Trump adressé à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le président américain y réaffirme le soutien des États-Unis au plan marocain d'autonomie. La position de Washington illustre une vision stratégique empreinte de pragmatisme. L'initiative marocaine d'autonomie est non seulement crédible et pragmatique, mais elle représente le meilleur pas en avant pour une stabilité et une prospérité durable dans toute la région. Sa Majesté le roi célèbre le 26e anniversaire de son intronisation. Un règne marqué par une série de réformes cruciales sur tous les plans et par un partenariat renforcé avec les États-Unis. Le Maroc est un allié de la première heure du pays depuis 1777 et ceci illustre la profondeur des relations historiques entre les deux pays. Professeur, quelle lecture faites-vous de cette position américaine réaffirmée à un moment hautement symbolique pour le royaume, la célébration de la fête du trône ? Deux observations. La première, c'est le moment, et la deuxième, c'est l'agenda. Le moment, c'est un moment particulier. C'est la fête du trône, et donc c'est un message qui garde sa solennité, sa dimension politique et diplomatique. Le président Trump réaffirme la position qu'il avait déjà prise voici plus de 5 ans, en décembre, exactement le 10 décembre 2020, près de 5 ans, où il avait donc pris une position dans le sens de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur ces provinces sahariennes. Et donc, avec ce corollaire, le soutien au plan d'autonomie déposé au Conseil de sécurité par le Maroc le 11 avril 2007. C'est extrêmement important, position qui a été réitérée d'ailleurs par l'administration Biden. Il y a eu des déclarations de l'ancien secrétaire d'État de l'administration Biden, Anthony Blinken, qui dans ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères marocain Sabou Ita avait réaffirmé la position de soutien. Et puis maintenant ça prend du relief particulier puisque c'est le président Trump II qui succède au président Trump I qui avait fini son mandat à la fin 2020, une position intéressante.
Pourquoi? Parce que c'est le moment, j'ai parlé de moment, pourquoi? Parce que le président Trump a désigné un conseiller principal qui s'appelle Massad Boulos, conseiller principal donc de son administration chargé de l'Afrique depuis avril dernier et qui a effectué la semaine dernière une visite au Maghreb, il était en Libye, en Tunisie et dimanche dernier il était à Alger. Il semble bien qu'il ait expliqué au président Tebboune et au ministre des Affaires étrangères la position constante des États-Unis sur la question nationale et que, semble-t-il, ça a jeté beaucoup de froid du côté du palais de Mouradia, puisque c'est une position affirmée par un conseiller principal du président Trump. J'ajoute, j'ai parlé de moment, je parle d'agenda aussi, parce que les États-Unis ont l'intention de trouver une solution sans délai. Ça a été dit. Ça a été dit, donc sans délai. Et donc nous avons un agenda qui est dans 2 mois, pratiquement 2 mois et demi, la réinscription de la question nationale au Conseil de sécurité pour le mois d'octobre. Et il faut noter qu'au sein de cette haute instance onusienne, qui prépare le projet de résolution? C'est l'ambassadeur américain, c'est le porte-plume, traditionnellement, c'est lui qui... Et donc, il a une capacité, évidemment, de négociation et une autorité pour faire passer les messages et les indications qu'il veut. Nul doute que d'ici octobre, il y aura des développements pour arriver enfin à clore ce de différends artificiels au niveau des Nations Unies, et c'est l'espoir que nous avons, parce que nous avons une diplomatie qui s'est mobilisée dans ce sens-là, qui est proactive, qui est sagace, qui est agile et qui continue à nourrir, à promouvoir une dynamique. La semaine qui s'achève a été également marquée par l'envoi sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds de l'aide humanitaire et médicale en Palestine, chargé de 37 tonnes de denrées alimentaires et en médicaments. La 2e cargaison marocaine a franchi aujourd'hui le point de passage Karam à Bou Salem, une aide précieuse qui devra soulager en partie la grande détresse des habitants sinistrés de l'enclave palestinienne. Retrouvons nos envoyés spéciaux sur place, Abdelmjid El-Hallaoui, Amin Amouri, avec le récit d'Iman Ablou et Mohamed Jabri. Les voilà au point de passage Karam à Bou Salem. Les aides humanitaires marocaines d'urgence arrivent au bon port pour soulager les populations de la bande de Gaza, confrontées à des conditions de vie dramatiques. Une nouvelle cargaison d'un volume de 37 tonnes supplémentaires d'aide alimentaire et médicale, arrivée à bord de 3 avions militaires marocains et acheminée via un itinéraire spécialement conçu permettant une livraison rapide et directe aux bénéficiaires. Ces aides sont bel et bien arrivées à la bande de Gaza et ils auront de quoi soulager la population de l'enclave palestinienne qui vit dans des conditions éprouvantes depuis plusieurs mois. Les aides marocaines acheminées sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, tombent à point nommé, surtout dans un contexte marqué par la famine. Une noble initiative. La parfaite illustration du rôle important de Sa Majesté le Roi dans la défense de la cause et des droits du peuple palestinien. Une solidarité continue reflétant la mobilisation forte et constante du royaume aux côtés d'un peuple martyrisé. Cette aide étant destinée à soulager les souffrances donc de la population civile sur place, en particulier les enfants et les enfants en bas âge. Donc d'un volume total de 180 tonnes, cette aide comporte des produits alimentaires avec des produits donc spécifiques pour les nourrissons, des médicaments, du matériel chirurgical pour enfants et pour adultes, ainsi que des tentes et d'autres types de matériel. Des aides d'une extrême importance dans une enclave qui enregistre des décès dus à la faim et à la malnutrition. Les victimes sont majoritairement des enfants. Professeur, la solidarité marocaine se déploie une nouvelle fois à Gaza, sous blocus israélien. De telles initiatives humanitaires d'envergure confortent-elles l'engagement permanent et immuable de Sa Majesté le Roi en faveur du peuple palestinien? Mais concrètement, quel est l'impact de ces aides dans un contexte pour le moins critique, marqué par la famine et la malnutrition? Les principes, vous l'avez dit, c'est le soutien constant du Maroc à la cause palestinienne,
c'est ce principe-là qui est celui du souverain, président du comité El-Quds. Deuxième principe, une solidarité concrète. Pas simplement au niveau des prises de position de certains, etc. C'est une solidarité, un engagement concret qui s'est traduit, pour ce qui est du soutien aux populations razaouis, par un certain nombre d'initiatives. Il y a eu déjà, c'est la quatrième aide qui a été accordée par le Maroc aux populations razaouis. Il y a eu, par exemple, voici un an, 13 mois, juin 2024, il y a eu une aide médicale de 40 tonnes, matériel médical. 3 mois auparavant, en mars 2024, également 40 tonnes de denrées alimentaires. Une autre aide, la première en 2023, et aujourd'hui c'est 180 tonnes. Cette aide présente des particularités. Elle comprend quoi? Elle comprend une aide alimentaire, évidemment, du lait infantile et des produits donc nutritionnels pour les enfants, également des médicaments, et puis sans oublier du matériel chirurgical. Autre observation pour cette aide, c'est comment elle a été menée. C'est pas du largage, comme ça a été fait par un certain nombre de pays. Je vous signale d'abord l'importance de l'aide, 180 tonnes. Un pays comme la France a accordé une aide alimentaire de 40 tonnes dans des opérations de largage. Et d'autres pays d'ailleurs. Et largage qui pose beaucoup de problèmes parce que ça fait des victimes et ça n'est pas sécurisé. Or, la particularité de cette aide de 180 tonnes décidée par le souverain, c'est qu'elle a utilisé un itinéraire logistique spécial et sécurisé. Je crois que c'est extrêmement important. Donc il y a eu une grande préparation en amont des forces armées royales en particulier et des services spécialisés sanitaires, etc., pour que ça soit sécurisé, c'est important. Également le fait qu'il y a eu la volonté pour le souverain d'apporter une réponse immédiate, concrète, à une urgence vitale, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles vivent les Razaouis. Et puis aussi, c'est un modèle logistique innovant qui se distingue dans la typologie des aides alimentaires parce que c'est un aspect innovant, comme j'ai dit. Donc c'est extrêmement important. J'ajoute qu'il y a eu une réaction palestinienne extrêmement importante pour saluer d'abord les efforts faits par Beit Al-Quds qui est associé à ce processus-là, vous le savez, avec la réaction de la ministre palestinienne Salman Hamad qui a félicité et remercié Sa Majesté le Roi pour cette acte de solidarité. Donc voilà quelque chose qui répond aux aspirations du peuple marocain, qui s'inscrit dans le cadre de la volonté royale et qui va au-devant des besoins les plus immédiats et urgents des populations razaouis. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Retour chez nous où le ciel sera plutôt partagé cette semaine. Sortez vos éventails car la canicule s'invitera en ce début de semaine à Tata, Zagora, Khoribga, Ouazan, Bni Mellal, Fqi Ben Salah, Meknes El Hajeb, Fès, Sfro, Moulay Yacoub, Taounat et Taza. Le mercure frôlera les 44 degrés demain. Idem Arhamna, Qlat Sraghna, Marrakech, Zagora, Taroudan, Taounat, Taza, Moulay Yacoub, Meknes, Fès, Fqi Ben Salah et Bni Mellal, où le thermomètre oscillera entre 40 et 44 degrés avant un rafraîchissement attendu mercredi. Puis à partir de demain, mardi, un temps caniculaire s'installera dans les provinces de Tata, Assazak, Smara, Oued-Dahab, Boujdour et Aousserd avec des valeurs supérieures à 44 degrés. Ailleurs, le ciel s'annonce plutôt humide. Ce soir, avec averses orageuses, chute de grêle et rafales de vent sous orage à Zilal, Figuier, Khnifra, Boulmen, Midelt, Tinrir, Rachidia et Ifren. Une instabilité qui vous accompagnera tout au long de la soirée avant une accalmie attendue autour de 23h. De la musique à présent, le public de Rabat a vibré ces derniers jours au rythme de musique gnawa et autres sonorités africaines. C'était lors du concert organisé dans la mythique salle Bahnini dans le cadre de l'événement World Music United. Sur scène, le Gembri d'Abdelkader Amli, le dialogue avec la guitare de l'artiste camerounais Crispo et la musique de Mr. Steph. Je vous laisse découvrir cette ambiance tout en fusion avec Samir Barka et Maria Ouad.
Pendant plus d'1h30, le jeune band camerounais performe sur scène au rythme des percussions et des mélodies africaines. À l'occasion de la première édition du World Music United, le public découvre les jeunes talents de demain et pourquoi pas le futur Tiken Jah Fakoly. Aujourd'hui, je vais faire 4 chansons qui sont incluses dans mon EP qui va sortir le 27 septembre 2025. Voilà, parce que je prépare un EP qui s'appelle Athéna. Voilà, c'est ce que je vais présenter aujourd'hui, les 4 chansons de ce EP-là. Sur scène, des graines de stars en devenir jouent la musique gnawi, mais ils la font fusionner avec d'autres genres musicaux tout aussi entraînants. Je suis très heureux de participer à la première édition du World Music United, qui met en lumière tous les talents africains sans exception. D'ailleurs, en tant que représentant de la musique gnawi, je trouve que nos deux univers artistiques sont complémentaires et s'accordent parfaitement bien. Dans ce festival, en fait, nous souhaitons rassembler vraiment les cultures diverses, de diverses nationalités, surtout les cultures africaines qui se ressemblent, mais pas que. Dans cet objectif, nous avons commencé déjà bien avant à travailler avec les universités déjà que nous avons accompagnées. Plus qu'un simple festival de musique, le World Music United apparaît comme un espace de liberté artistique où chaque note, chaque insufflation donne à voir la beauté du continent africain. Et voilà, c'est sur ces sonorités africaines que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.